Bonsoir, Jean-Vincent Placé. Bonsoir, monsieur Vous Mavrol. êtes le président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Et c'est un groupe très important parce que c'est un groupe charnière. Sans vous, il n'y a pas de majorité de gauche au Sénat. Voilà. J'espère qu'il est plus important que seulement d'être charnière. Il non, est oui, plus mais enfin, important parce que c'est déjà le premier groupe parlementaire écologiste de la République. Donc, voilà, et maintenant il y en a un autre à l'Assemblée nationale. Fierté pour moi de le présider. Il y en a un autre à l'Assemblée nationale, mais la différence, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il n'est pas tout à fait obligatoire que vous votiez avec la majorité pour que celle-ci emporte un vote favorable, alors qu'au Sénat, il faut que vous votiez avec le gouvernement pour que son projet aboutisse. Ce n'est pas indifférent. Quand même, on commence par la nouvelle politique du week-end. François Fillon, candidat à la présidence de l'UMP, il dit qu'il veut préparer la reconquête sans attendre. C'est un concurrent dangereux pour la gauche ? Vous savez, on verra. J'ai vu qu'il y avait du monde qui se bousculait au portillon, comme on dit, car il semblerait aussi que M. Juppé s'annonce pour la semaine prochaine, avec M. Copé. Bon, voilà. C'est un ancien Premier ministre, quand même. Quel souvenir il vous laisse ? Écoutez, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle sera la ligne politique de l'UMP. Bien sûr, sur l'aspect des politiques économiques et sociales, les politiques européennes, mais ça, pour le coup, on a une certaine forme de contour, assez conservateur sur les valeurs et puis assez libéral sur le plan économique. En revanche, ce qui m'intéresserait, c'est de voir quel est le type de validation de la ligne, justement, de M. Copé et de l'ensemble de l'UMP par rapport à un fait qui, pour d'autres raisons, est passé relativement inaperçu dans l'entre-deux tours des législatives, qui a été consacré médiatiquement à un autre sujet bien plus passionnant pour certains médias, mais la question du ni-ni, c'est-à-dire pour la première fois à une élection nationale, que le parti héritier du général de Gaulle disent qu'entre un candidat du Front National et un candidat de gauche, c'est la même chose. Ça, j'aimerais bien voir quelle est la réalité de la validation lors du Congrès. Candidat du Front de gauche. Oui, de gauche, mais allié au Front de gauche. Non, mais ça ne veut rien dire. Au deuxième tour, il y avait des socialistes, il y avait des écologistes, ou alors le Front National. On dit la gauche républicaine, parce que c'est ça le cas. C'est la même chose que le Front National pour les consignes des dirigeants de l'UMP. Donc là, on voit la dérive qui avait été commencée par le président de la République sortant sur la porosité entre des idées que nous-mêmes nous portions sur les valeurs de la République, évidemment, et puis celles de l'exclusion à minima, pour ne pas aller plus loin, qui sont portées par Mme Le Pen et ses amis. Alors, on parle de la politique du gouvernement. François Hollande, président de la République, est toujours très haut dans les sondages, mais dans un sondage de popularité qui va être publié demain par Libération et réalisé par Via Voice, il perd 7 points de popularité en un mois. Est-ce que c'est lié à l'annonce du tour de vis là, qui commence à apparaître ? Moi, je ne suis pas là pour faire des conseils au président de la République. Je suis là pour déjà le soutenir, car je suis un parlementaire de la majorité présidentielle. Il me semble que le président de la République doit avoir une vision stratégique des grands sujets qui intéressent les Français, tout à la fois, bien sûr, les sujets du quotidien, l'emploi, le pouvoir d'achat, on en a parlé pendant la campagne électorale, et puis aussi, je crois, beaucoup les perspectives internationales, la séquence européenne qu'on vient de voir, qu'on doit fortifier encore en termes de développement et en termes de relance, et il me semble, et je crois que d'ailleurs ce n'est pas le cas du président de la République, il me semble qu'il n'a pas à être l'œil rivé sur les sondages, parce que les sujets nécessitent bien sûr de la réactivité, mais aussi beaucoup de vision à long terme. Il a raison de maintenir l'objectif de revenir à un taux de déficit du budget de 3% par rapport au produit intérieur brut dès l'année prochaine. Il a le mérite de l'avoir dit pendant sa campagne électorale. Oui. Il a le mérite d'avoir dit également qu'il voulait arriver, c'est le mérite d'avoir dit les choses sincèrement, à 0%, si j'ose dire, en 2017, 3% en 2013, 0% en 2017. Nous, les écologistes, et d'ailleurs moi en particulier, parce que comme vous le savez, nous avons discuté avec le Parti socialiste sur l'ensemble des sujets qui concernent le pays, eh bien nous avons sur cette question du déficit, nous ne partagions pas déjà pendant la campagne présidentielle, et à l'heure à laquelle je vous parle, nous ne partageons pas, et nous ne partagerons pas cette philosophie de dire ça doit être absolument 3% l'année prochaine, ça doit être absolument 0%. C'est effectivement globalement ce qui est compris dans le fameux traité de stabilité, de convergence et de gouvernance européen qui avait été négocié par Mme Merkel et M. Sarkozy, disons les choses. Nous, il nous semble que
face aux enjeux et aux incertitudes de la crise mondiale économique et financière, dire comme cela de façon un peu administrative, ces 3%-là, ces 0%-là, ce n'est pas adapté aux enjeux, cela doit pouvoir évoluer selon les situations et cela doit surtout tenir compte notamment d'un sujet majeur pour les Françaises et les Français, notre modèle social unique en Europe, unique dans le monde, que nous voulons préserver. Et quand je vois effectivement, puisque vous m'en avez parlé juste avant, les coupes sèches qui sont demandées aux ministres sur les budgets de l'année prochaine et des 3 prochaines années, moins 15% sur 3 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est que, en soutien à la politique globale du président de la République, nous aurons, nous les parlementaires écologistes, à nous interroger dès le collectif budgétaire qui sera présenté par M. Moscovici en juillet, et puis également, bien sûr, dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour l'année prochaine. Vous pourriez ne pas le voter? Non mais, vous savez, M. Mazerolle, je vous pose la question, moi je ne suis pas dans un état d'esprit où je dis « Ah, ben si je ne suis pas content, je ne vote pas ». Ce n'est pas du tout mon sujet. Moi, mon sujet, c'est que je vois quelle est la politique qui est présentée par le président de la République et par le Premier ministre. Pour le moment, notamment en matière internationale, moi je trouve que ce que François Hollande a fait à Camp David, à Chicago, à Kaboul, on retire nos troupes enfin, et c'est très bien, et très positif. Je trouve que ce qui a été fait sur le plan de relance et d'investissement, je préfère ces mots-là que ceux de la croissance à Bruxelles, ainsi que sur un développement quand même de davantage de mutualisation et de solidarité à partir du mécanisme européen de stabilité, tout ça va dans le bon sens. Il y a des sujets qui vont dans le bon sens. Lorsque Mme Brick a été changé de portefeuille, voilà, eh bien, j'ai dit ce que j'en pensais, un signal négatif. Là, je suis pas encore inquiet, mais j'attends quand même les précisions du Premier ministre par rapport au plan qui n'est pas encore, paraît-il, d'austérité ou de rigueur, mais on dit il y a des efforts, il y a un redressement juste. Bon, très bien, on verra tout cela. Lorsque, d'ailleurs, le Premier ministre présentera sa feuille de route qui est lors de son discours de politique générale mardi, et à ce moment-là, on en saura plus. Mais donc, vous le voyez, nous voulons peser sur les choses. Mais vous voulez et peser, moi, j'ai des idées qui sont celles des écologistes, et on veut peser dans le débat. C'est pas seulement de la discussion, peser. À un moment donné, il faut prendre une décision. C'est pas que le vote, c'est le débat, c'est la conviction, c'est aussi faire bouger les citoyennes et les citoyens. Il y a beaucoup de sujets qu'on va mettre sur la table, l'emploi écolo, les niches fiscales écolo, etc. Enfin, il y a beaucoup de sujets, ne vous inquiétez pas, qui permettront justement de faire tout à la fois entendre les écologistes et tout à la fois, bien sûr, d'influer sur le gouvernement. Sinon, à quoi ça servirait-il qu'on y soit? Vous ne pensez donc pas que la réduction du déficit, compte tenu de l'ampleur de la dette, est une priorité? Mais M. Mazerolle, moi je suis quelqu'un, paraît-il, attentif aux questions économiques, financières, budgétaires, fiscales, une écologie assez réaliste, assez pragmatique que j'assume. Mais il y a plusieurs façons tout de même de réduire le déficit. Vous le savez, il y a la possibilité de réduire les dépenses. Mais il y a aussi la possibilité, qui n'est pas nulle, d'augmenter les recettes. Oh bah ça va, on va être servi là-dessus. Il va y avoir des augmentations d'impôts. Mais M. Cahuzac, ministre du Budget, dit qu'il ne faut pas reposer exclusivement sur les augmentations d'impôts. Il faut aussi faire des économies. Et la Cour des comptes va sans doute le dire demain. Nous disons qu'on peut rétablir davantage la situation pour l'impôt sur les grandes fortunes, c'est-à-dire y compris rétablir la situation d'avant Nicolas Sarkozy. Il y a des marges de manœuvre. Il y a sur l'impôt sur les sociétés des marges de manœuvre. On est à 41% sur la tranche haute. Le président de la République a dit à un moment on va faire 45%. Et puis dans la campagne, il a dit paf, 1,75 %. Ah, bon, sans être un grand fiscaliste, entre 45 et 75, peut-être que par exemple à 300 000 on peut faire 50%, à 600 000 on peut faire 60%. Ce sont d'ailleurs des propositions portées par les fiscalistes écolos. Enfin voilà, donc on a des mesures de ce type-là, on a des mesures sur le patrimoine, on a aussi des réflexions sur les niches fiscales. La Fondation Nicolas Hulot a fait un rapport très intéressant, a dit voilà, il y a 20 milliards, 22 milliards, voilà, de niches fiscales qui nuisent gravement à l'environnement, qui nuisent gravement au dérèglement climatique, qui nuisent gravement à la biodiversité. La réduction de l'achat des kérosènes. Oui, c'est le kérosène, tout à fait, c'est le trafic aérien, c'est le diesel, ce sont les engrais. Eh bien oui, nous faisons ces propositions-là. Le président de la République, pendant sa campagne, était allé voir les associations environnementales et leur avait dit « Je serai très attentif à se faire en sorte que la politique fiscale réoriente fortement les consommations vers ce qui protège l'environnement et contre ce qui nuit à l'environnement. » Voilà, ce sont des messages simples. 20 milliards. Moi, je vous en trouve de l'argent. J'ai la dissuasion nucléaire, j'ai beaucoup de capacité à trouver de l'argent. Voilà, il faut changer de modèle de lecture. Piqûre de rappel à François Hollande. Le SMIC. Un coup de pouce de 0,6, il a augmenté de 2%, mais ça fait donc un coup de pouce de 0,6%. Ça a provoqué l'ire de Jean-Luc Mélenchon qui était chez Jean-Jacques Bourdin cette semaine.
Vous savez ce que c'est, l'augmentation qui vient d'être donnée, Monsieur Bourdin? Oui. C'est un carambar par jour. Vous pouvez même pas vous payer une baguette de pain avec l'augmentation qui vient de vous être donnée sur votre salaire. Vous en payez 2 dans la semaine. Vous pouvez vous payer un petit café par semaine. Vous pourrez trinquer, vous direz merci. Hein. C'est ce que m'a donné Moscovici. Si vous achetez un carambar tous les jours, vous pourrez dire merci. C'est ça le SMIC de la gauche. Eh ben, C'est ça la différence entre la gauche et la droite, c'est un carambar par jour? Je crois que c'est 21,50 € par mois, mais ouais, bon, il dit un carambar par jour. Je ne sais pas combien vaut le carambar. Ne connaissant pas le prix du carambar, je calculs. n'irai pas me mêler à cette querelle d'experts, mais plus sérieusement, je crois qu'il est facile de dire toujours plus, toujours plus. Donc vous voyez, y compris sur les questions budgétaires, moi je ne dis pas qu'on va accroître le déficit, je dis qu'on peut augmenter les recettes et je fais des propositions. Moi, Jean-Luc Mélenchon, j'attends toujours ses propositions. Bien sûr que... Ça vous semble suffisant, l'augmentation du SMIC? Mais non, c'est pas suffisant, même à 3% ou à 4%, bon, ça mais n'aurait compte pas tenu été, de la situation, pas vous été dites qu'on suffisant. peut pas faire mieux. Le problème du SMIC, si j'ose dire, c'est qu'il a une haute valeur symbolique et il a aussi beaucoup de répercussions économiques, même si d'ailleurs je trouve que le ministre du Budget, je l'avais entendu, M. Cahuzac, pourrait peut-être chiffrer l'impact que ça a, parce que pour le coup, nous, on n'a pas les services de Bercy, et j'attends ce chiffrage sur l'impact sur les fonctionnaires, et puis bien sûr, un impact sur l'ensemble de la grille des salaires. Alors la chose que je veux dire, évidemment, ce n'est pas suffisant. Je note que c'est un SMIC d'équilibre, malheureusement, porté par Michel Sapin, pour lequel j'ai le plus grand respect. Et par ailleurs, il me semble qu'il faut éviter la question du coup de pouce en début de quinquennat et qu'on n'ait pas de vision sur les 4 prochaines années. Donc moi, ce que je voudrais, et je crois que ça aura lieu lors de la conférence sociale des 9 et 10 juillet, je voudrais qu'il y ait une discussion vraiment approfondie pour qu'au-delà de ce qui est prévu, c'est-à-dire l'inflation, au-delà, on ait des critérisations pour aller plus loin, pour évidemment faire autre chose que ce 2% qui est équilibre et qui ne doit être que transitoire. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a annoncé cette semaine dans une interview chez notre confrère Le Monde des mesures claires de régularisation pour les sans-papiers qui seraient applicables au cas par cas, mais les mêmes pour tous. Mais il a ajouté, être de gauche, ce n'est pas régulariser tous les sans-papiers. Il nous l'a dit également. Il n'y aura pas de régularisation massive, de régularisation au cas par cas. Il faut sortir de toute notion d'arbitraire, il faut que ces critères soient justes, mais en même temps, dans les circonstances que nous connaissons, il y aura des régularisations, mais il y aura aussi, c'est normal, en respectant les droits des individus, des reconduites à la frontière. Et il a précisé pas plus de régularisation qu'avant. C'est bien? Alors déjà, Manuel Valls, c'est un républicain et c'est un homme de gauche. Et franchement, lorsqu'on commence à dire que c'est la même chose qu'avant, non, ce n'est pas la même chose qu'avant. Il a dit des choses qu'il faut d'ailleurs faire suivre en effet, c'est-à-dire dans les centres de rétention, que déjà, bien sûr, les familles ne soient plus dans ces types de rétention administrative dont on connaît la dureté et qu'évidemment, on y passe le moins de temps possible et dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est un engagement qu'il a pris et qu'il faut tenir le plus vite possible parce que pour le coup, là, les préfets aussi, ils ont du boulot pour respecter la parole ministérielle. Le deuxième sujet, c'est qu'il indiquait qu'il souhaitait plus de naturalisation. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Le système sous Sarkozy-Guéant a été de visser en plus les naturalisations, malgré les propos qui étaient tenus sur quand on aime la France, on est le bienvenu. Et d'ailleurs, la preuve, on peut devenir français, c'est facile. C'est pas vrai. C'est moins de 40% ces 2 dernières années et ça va pas. Et sur ce dernier point, il a point, fait un effort aussi sur une loi qu'il prévoit à l'automne en disant qu'il y aurait un titre de séjour 3 ans. Pourquoi pas 5 ans? Bon, voilà, on pourrait poser ce type de réflexion. Et je viens à votre, évidemment, question précise, mais il me semblait utile d'avoir le panorama général. Il me semble bien qu'il y ait une circulaire avec des critères précis, parce que justement, ce qu'on reprochait au gouvernement précédent, c'était d'une part la restriction et d'autre part le fait que ça se fasse au cas par cas, sans critères bien précis. Alors, je le dis aussi au ministre, en ayant dit ce que j'ai dit avant, c'est que ça me paraît assez contradictoire de dire « je veux des critères précis et j'en ferai pas plus de 30 000 ». Ah oui, soit les critères, soit on dit c'est 30 000 et puis j'adapte les critères aux 30 000, soit ce sont des critères et on voit. Et moi, je le dis et je l'assume très clairement, je crois que nous sommes un pays qui avons besoin évidemment de chercheurs et d'étudiants, mais aussi de travailleurs, et il faut l'assumer. Ce n'est pas une question de générosité seulement, c'est aussi important la générosité, mais c'est aussi une question, et vous voyez ça avec l'ensemble des entrepreneurs qui ne sont pas, pour le coup, particulièrement des gens de gauche pour certains, eh bien, eux-mêmes disent, nous avons besoin de main-d'œuvre. Donc il faut assumer le fait qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ne veulent pas faire telle ou telle tâche, notamment, et qu'on puisse arriver à une politique juste,
généreuse et avec des critères, et dont on verra bien si ça fait 30 000 ou pas. Moi, je pense que ça peut faire bien plus, sans évidemment altérer quoi que ce soit du pacte républicain français. Bien au contraire. Allez, 2 questions courtes. Le téléspectateur. La première, on y va. Kevin. Oui, bonjour. Apparemment, en 2013, les homosexuels pourront se marier. Que pensez-vous de ça, justement? Il a l'air estomaqué de cette idée. Oui, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis pour. Je trouve que c'est tout à fait naturel, l'égalité des droits. Voilà, je n'aurais pas, moi, l'idée de me marier en tant que tel, parce que je ne sais pas si il y a une telle demande pour le mariage, mais à partir du moment où il y a une catégorie de personnes qui, très légitimement, à deux, s'entendent, s'aiment, veulent fonder un foyer, voilà. Et puis, y compris, moi, je suis pour l'adoption aussi par les couples homosexuels. Alors, bien sûr, et puis d'ailleurs, même, nous souhaitons, avec les collègues du Sénat, peut-être aller plus vite que le Premier ministre sur le sujet et faire en sorte que dans la fameuse niche parlementaire qui nous est dévolue depuis notamment la révision constitutionnelle, faire en sorte qu'on puisse aller vite sur cette revendication qui nous paraît très juste. Question d'Aude. Bonjour. Vu ce qui se passe aujourd'hui en Italie, en Grèce et en Espagne, je voudrais savoir si aujourd'hui la France a un réel problème, si elle doit vraiment s'inquiéter vis-à-vis de tout ce qui se passe et si la crise arrive à notre porte. Alors, je suis désolé parce que ce n'était pas cette question-là que je voulais entendre, parce que l'Europe, vous allez en parler tout à l'heure, en fait, elle vous posait une question sur le cannabis, sujet qui fâche. Ah, d'accord. Alors, il faut le légaliser ou pas? Mais bien sûr, nous, notre position, elle est connue. Elle est d'ailleurs peut-être moins révolutionnaire que celle de Daniel Vaillant, député maire du 18e, ancien ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, parce que lui, il propose carrément une filière publique de production, de distribution façon régie de tabac. Quand Cécile Duflot, qui allait entrer au gouvernement, a parlé de ça, ça a fait un tollé. Monsieur Mazerolles, chacun peut dire ce qu'il veut. C'est que la politique actuelle de prohibition, disons les choses telles qu'elles sont, c'est un échec absolu. Nous sommes l'un des pays qui consomme le plus. Et moi, je vous le dis très clairement, j'ai 2 affaires qui m'interpellent par rapport au cannabis. Pour ma part, j'en ai jamais fumé, donc je suis très à l'aise. C'est la question de la délinquance que cela produit. On sait l'impact que ça a sur les quartiers, sur les délits, sur le commerce qui s'instaure et qui, d'ailleurs, y compris, détériore terriblement dans certains quartiers la vision qu'on peut avoir de ce que peut être une vie sociale et puis une égalité des chances. Donc voilà, ça c'est catastrophique à tout point de vue. Puis deuxième élément, oui, c'est un problème de santé publique, comme l'alcool, comme le tabac, donc il faut faire attention. Mais comme on ferme les yeux en faisant n'importe quoi et en laissant faire, eh bien il n'y a pas de politique de prévention. Donc tout à la fois pour réduire la délinquance, tout à la fois pour plus de santé publique, nous sommes très clairement pour la légalisation et puis nous porterons évidemment ce thème-là dans le quinquennat, parce que je le dis aussi, c'est pas au gouvernement de légiférer en réalité. Vous savez, dans une république, c'est au Parlement de légiférer. Et donc le gouvernement, il doit plutôt exécuter les lois qui sont votées par le Parlement et proposées par les parlementaires, même si sous la Ve République, on voit bien que ça vient d'en haut et que ça descend. Mais jusqu'alors, ça n'a pas beaucoup montré son efficacité, y compris d'ailleurs en matière économique, budgétaire et fiscale. On va marquer une pause pour aller à la séquence suivante, pendant laquelle on va vous parler justement du rôle des écologistes dans cette majorité. À tout de suite. Très bien.